Victoria se rend régulièrement aux urgences. Ses crises d'angoisse l'y amènent. Celles-ci sont massives. Prise de panique pensant devenir folle, elle se rend à l'hôpital psychiatrique dans lequel un médecin lui indique qu'elle est schizophrène et qu'elle souffre d'un conflit intérieur. Ce dernier l'invite fortement à commencer une psychothérapie en parallèle de son traitement médicamenteux. C'est ce qui l'amène à contacter le service téléphonique d'urgence du RPH. Victoria a eu une enfance teintée de graves maltraitances et négligences. Pour cette intervention, je vais me centrer sur son symptôme de dysmorphophobie. Victoria a la certitude d'avoir le visage déformé, notamment par le nez de sa mère, qu'elle est sûre d'avoir. Ses relations aux hommes sont construites sur le même modèle. Elle choisit chaque fois des hommes qui ne la traitent pas bien. Il y a quelques années, l'un d'eux lui dit qu'il trouve son nez moche. À partir de ce moment-là, son nez devient une obsession. Elle le regarde, le photographie tous les jours, le mesure, le touche. Elle crée des albums contenant les différentes photographies de son nez afin de pouvoir les comparer. Elle décide alors de faire une rhinoplastie. 1 an plus tard, une crise d'angoisse l'assaille. Elle trouve que son nez a été raté, même si son entourage lui disait l'inverse. Je souris par rapport à l'intervention précédente. Il y a des échos. Elle tente alors de se suicider, ce qui s'ajoute à une liste de tentatives de suicide déjà conséquente et ayant commencé dès l'enfance. Plusieurs hospitalisations psychiatriques ont déjà eu lieu suite à ces passages à l'acte. Lorsque je la rencontre, Victoria a déjà subi 3 rhinoplasties. L'une d'elles fait suite à un épisode de scarification. Elle tente de s'identifier en passant par le réel d'un acte chirurgical, la rhinoplastie. Comme se questionne Fernando de Amorim, se référant aux 3 registres dégagés par Jacques Lacan, que sont le réel, le symbolique et l'imaginaire, passons-nous avec la chirurgie esthétique de l'imaginaire, face du miroir, au réel, acte chirurgical, sans passer par le symbolique. Le travail de la cure psychanalytique sera justement de passer par le symbolique. Cela permettrait ainsi de sortir l'être en souffrance de la tentation de continuer à passer par la voie imaginaire de la chirurgie plastique, qui a des effets au niveau du réel de l'organisme. Victoria songe justement à faire une 4e rhinoplastie. Elle dit « Même si un médecin avait refusé, il y en a toujours un qui accepte ». L'acte chirurgical qui intervient dans le réel de l'organisme répond ici à une souffrance psychique. Je l'invite ainsi à ne pas se précipiter et à associer librement en séance. Comme le précise Nafissa Boukerj-Delmotte, reprenant les termes de la loi bioéthique, en science, tout ce qui est possible n'est pas souhaitable. Victoria cherche une limite à l'extérieur. C'est de cette manière qu'elle interprète notamment le fait d'avoir été arrêtée par la police. De la même manière, après avoir été hospitalisée, elle apprécie, car je cite, « Il y a toujours quelqu'un qui répond, ils donnent des soins et ils sont gentils. Ça me change de ma famille. » Victoria se rend à sa psychothérapie tous les jours. L'angoisse parfois massive m'amène à mettre en place la technique de l'écarteur, conceptualisée par Amorim en hommage au chirurgien. Donc la technique de l'écarteur vise à ajouter des séances. Soit le jour même, nous parlons alors de la technique de l'écarteur vertical, soit dans la semaine, la technique de l'écarteur horizontal. Cette souplesse du cadre permet notamment à l'être de ne pas être dépassé par sa souffrance et dans le cas de Victoria, d'éviter le passage à l'acte. Un médecin esthétique que je reçois me partageait son embarras face à certains patients. Il m'informait que parmi les demandes des personnes qui le contactent, il se voit en refuser au moins 1 par jour. L'argument est une détresse psychique évidente, des demandes que je sens folles, a-t-il dit. Dans son cas, Victoria a la certitude d'avoir un nez déformé. Elle pense que l'opération chirurgicale pourra apaiser son obsession. Trop proche de sa mère, elle tente de marquer une séparation en passant par le réel, la chirurgie. L'association libre en séance parie au contraire avec le symbolique. Victoria prend soin de tenir son visage dans des positions où elle trouve que son nez est supportable. C'est une obsession de chaque minute qui l'épuise. Elle accepte de repousser le rendez-vous avec le chirurgien lorsque je l'invite à venir en séance à la même heure, mais ce projet l'obsède et revient régulièrement dans ses associations libres. Périodiquement, elle prend rendez-vous chez un chirurgien qu'elle n'honore pas forcément. Ces passages à l'acte sont des tentatives pour Victoria de faire corps, mais en passant par le réel et l'imaginaire. Le symbolique fait défaut, et pour garder une unité,
le moi de Victoria concentre le délire sur une partie du corps, celle-ci étant hautement significative. Victoria ne se reconnaît pas dans le miroir, elle dit ne pas savoir que c'est elle. Elle n'arrive pas à mémoriser son visage. En août 1936, Jacques Lacan se rend au congrès de l'Association internationale de psychanalyse pour y présenter sa théorisation du stade du miroir. Plus de 10 ans plus tard, en 1949, il propose une communication au 16e congrès international de psychanalyse. Celle-ci s'intitule « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu », telle qu'elle nous est révélée dans l'expérience psychanalytique. Entre ces deux dates, l'auteur écrit un article à la demande de Vallon, publié dans l'Encyclopédie française, dont le titre est « La famille, le complexe, facteur concret de la psychologie familiale, les complexes familiaux en pathologie ». Lacan y théorise le stade du miroir. De 1936 à 1952, les textes de Lacan portant sur le stade du miroir mettent en avant la spécificité de l'imaginaire, bien que le stade du miroir ne se limite pas à cela, en ce qu'il s'articule également au symbolique et au réel. Afin de saisir l'importance du stade du miroir pour la construction de l'être, il faut dégager les caractéristiques dans lesquelles celui-ci se trouve avant cette phase. Il se trouve dans un grand état d'impuissance. Lacan évoque l'inachèvement anatomique, l'incoordination motrice qui caractérise le petit homme à ce moment-là. Par ses parallèles avec l'éthologie, l'auteur isole un état de prématuration de la naissance spécifique à l'être humain. De cette situation découle une inévitable impuissance et soumission à l'environnement, grâce auquel la survie peut être assurée. L'être dépend totalement de son environnement. Ces réflexions lacaniennes ne vont pas sans faire penser à l'Ilfo-Zygate, cette détresse du premier âge décrite par Freud. L'être né prématuré, livré au bon vouloir de l'autre. Cette dépendance radicale est une question de vie ou de mort, puisque sans l'autre, l'être ne peut pas survivre. Donc grâce au stade du miroir, l'enfant construit une unité corporelle. Cette image unifiante et structurante pour l'être, puisqu'elle le tire de l'expérience de détresse originelle, en permettant d'appréhender le corps comme une unité. L'image spéculaire a donc un pouvoir morphogène et permet de situer l'instance du moi. Il ne s'agit pas d'un reflet passif, mais d'un phénomène qui permet à l'enfant de se sentir unifié et d'avoir le sentiment d'un corps qui lui est propre. Chez Victoria, il y a une atteinte de la dimension structurante de la face du miroir. Par ailleurs, elle n'a pas été accueillie au monde avec bienveillance et respect, dit-elle. Sa psychothérapie lui permet petit à petit de refaire corps, de construire une image du corps distincte de l'autre. Comme le précise Amorim, la différence qui doit intéresser le psychanalyste n'est pas du champ de la physiologie ou de l'anatomie, mais de la représentation qu'a le patient de sa physiologie et de son anatomie. Dans son ouvrage, Frédéric Dubas critique ce qu'il appelle le paternalisme médical. Il précise « On évoquera ici le patient, étymologiquement à la fois passif et souffrant, qui pâtit, pris en charge, à qui l'on remet une ordonnance ou prescription, tout signifiant qui renvoie au paternalisme médical avec ses corollaires, passivité et dépendance d'un malade infantilisé. L'objet maladie étant appréhendé en extériorité du malade, le malade est dessaisi de sa maladie. » Fin de la citation. Or, ce n'est qu'en se sentant concerné par ce qui arrive à son corps que l'être peut s'engager dans le processus de guérison. D'où l'importance d'un partenariat entre chirurgien et psychanalyste. D'autant que Victoria souffre également d'une endométriose grave, les lésions s'étant étendues à plusieurs organes. Il y a eu tout un travail fait pour qu'elle puisse se sentir concernée par ce qui se passait dans son organisme. Et en effet, Victoria se sentait détachée de ce qui lui arrive. Elle compare la maladie à l'époque où elle se prostituait. Par la suite, Victoria a alors pu interpréter sa maladie en psychothérapie. L'endométriose, c'est ma manière de reprendre mon corps, de me séparer de ma famille. Cette interprétation de la maladie a le statut de fantasmatisation de l'organisme, selon la théorisation du docteur de Amorim. Victoria était en psychothérapie. Le discours du malade sur sa maladie a toute son importance et est pris en compte par le psychothérapeute. Cette fantasmatisation de l'organisme est la théorie personnelle du malade quant à ce qui a causé sa maladie. Cette théorie privée répond à la question « Pourquoi cette maladie chez moi ?» C'est une manière de tenter d'appréhender la maladie en l'articulant à son histoire subjective,
donc d'appréhender le réel par la voie de l'imaginaire. L'étape d'après, au sein de la cure, est nommée la corporéification de l'organisme, qui permet d'envelopper l'organisme avec le filet du symbolique. Celle-ci a lieu en psychanalyse. À ce moment-là, l'être s'éloigne des préoccupations qui concernent son organisme, tout en faisant ce qu'il a à faire pour sa guérison. Cet éloignement lui permet de s'intéresser à lui-même, au grand autre et à son désir. La clinique du partenariat permet ainsi au malade de se responsabiliser quant à ce qui arrive à son corps. Cela permet à l'être de suivre ses traitements et de s'engager dans ce qu'il a à faire d'un point de vue médical pour sa guérison. Les rechutes sont ainsi évitées ou diminuées. Victoria est très angoissée, elle prend des médicaments, dont des neuroleptiques, comme des bonbons, dit-elle. La psychothérapie permet de calmer cet excès et de respecter les ordonnances médicales. Son désir d'avancer en psychothérapie lui permet de trouver un emploi à temps partiel, mais des situations incohérentes au travail la plongent dans l'incompréhension et l'angoisse. C'est aussi face à ce monde qu'elle ne comprend pas que naît la détresse qui lui donne l'impression de craquer, dit-elle. Le psychanalyste est à même d'entendre le discours du malade et du patient. Selon Amorim, s'il y a symptômes, s'il y a maladie dans le corps ou dans l'organisme, il y a demande. Il s'agit de tenir en compte de la dimension pulsionnelle, de l'influence de la pulsion dans la formation du symptôme et de la maladie, qu'elle soit corporelle ou organique. Donc qu'il s'agisse d'une maladie ou d'une demande d'ordre esthétique, orienter le patient vers un psychothérapeute également dès le premier rendez-vous avec le médecin permet de mettre en place une thérapeutique solide. Un être n'est pas réductible à son organisme. La psychothérapie et la psychanalyse aident l'être à subjectiver le corps et à en être responsable. La psychanalyse se centre sur le sujet, tout en gardant en tête que la visée n'est pas du tout de psychologiser. Le travail du psychanalyste privilégie le sujet plutôt que l'objet maladie, qui relève de la compétence du médecin et du chirurgien. Il permet d'entendre autre chose dans la demande du malade. Il y a en effet à entendre autre chose que la demande manifeste, autre chose que ce qui s'énonce comme tel. L'aide peut accéder à cette autre chose grâce au travail d'association libre avec transfert. Le travail en partenariat se soutient de la distinction entre les concepts de corps et d'organisme. La cure psychanalytique a pour objectif de délivrer la parole par la voie des associations libres. Ce travail en partenariat entre médecins et psychanalystes repose sur le fait que l'être vit une existence qui ne saurait être réduite à la biologie. La mise à distance de l'humain en médecine et en chirurgie est probablement nécessaire pour que le chirurgien puisse opérer, d'où l'importance de la mise en place d'une clinique du partenariat. Pour conclure, la clinique psychanalytique doit continuer à se construire et à se développer dans le champ médical. Je vous remercie.